Bonsoir à toutes et tous. Quelques mots de remerciement d'abord. J'aimerais remercier bien sûr l'ambassade d'Haïti, le consulat d'Haïti. Merci Madame Vanessa Matignon, ambassadeur d'Haïti. Merci Monsieur le consul général pour vos mots d'introduction. Merci aux autorités de cet auguste lieu. Merci Monsieur le sénateur. Un remerciement tout spécial au groupe d'amitié franco-caraïbe dont j'apprends l'existence aujourd'hui. Et s'il n'y a pas d'histoire écrite de ce groupe, je recommanderais à mes étudiants à la maîtrise et au doctorat de s'y pencher. Merci à Madame Anne-Louise Mesadieu qui a organisé mon voyage. Et un remerciement tout spécial aux collègues qui m'ont amené à travailler sur Haïti, en particulier Marcel Lorigny qui est là, dans la salle, mais aussi Jean Casimir, Laurent Dubois, Deborah Jensen ou encore Jacques Decona. J'aimerais remercier également les amis haïtiens qui m'ont guidé dans mes recherches ces 7 dernières années. Je n'étais pas historien d'Haïti, d'ailleurs je ne suis pas historien, je suis spécialiste d'études américaines, mais j'enseigne dans un département d'histoire à l'université de Sherbrooke au Québec. Merci aux amis haïtiens qui m'ont guidé dans mes recherches, qui m'ont fait découvrir Haïti. Et vous allez voir que je suis passionné d'Haïti, mais finalement, je n'étais peut-être pas la meilleure personne à inviter ce soir. Vous me connaissez, enfin, je dis ça, il faut dire ça toujours au début, par humilité. Non, c'est une farce. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai longuement hésité avant de donner un titre de conférence. Certains d'entre vous ont peut-être lu mon livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, qui porte sur la bataille de Vertières. L'histoire de la bataille de Vertières, mais surtout les métamorphoses de sa mémoire de 1803 à aujourd'hui. Livre qui est aussi un appel à la réconciliation et à la réparation, suite à la réparation de la part de la France vis-à-vis d'Haïti. Je suis donc spécialiste de la bataille de Vertières, mais je ne suis pas spécialiste de Toussaint Louverture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plutôt, et vous allez voir qu'il y a un lien, ne pensez pas que vous êtes déplacé pour rien, il y a un lien, je vais vous parler de marronnage, et en particulier d'un site internet, d'une plateforme de sources en ligne dont je suis le directeur et que je voulais vous montrer, mais malheureusement, Internet ne fonctionne pas dans ce 5e sous-sol, alors je suis obligé de vous montrer des captures d'écran du site donc qui s'intitule Marronnage, http, comme d'habitude, www.marronnage.info. Marronnage.info. Je vous demanderai d'aller le consulter après la conférence, si ça vous intéresse. Il est question de marronnage à Saint-Domingue, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe, en Louisiane, en Jamaïque et en Caroline du Sud. Et nous sommes à la recherche de bénévoles, je suis à la recherche de joyeux bénévoles et de joyeuses bénévoles qui pourraient nous aider à finaliser ce projet dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors je ne vous parlerai pas de tout ça, car finalement je ne suis pas justement Marcel Lorigny au premier rang. Je n'ai pas de révélation à faire sur Toussaint Louverture ni sur Dessalines. Vous savez que ces derniers temps il y a eu des révélations sur Toussaint et sur Dessalines. Je ne suis pas Philippe Girard et je n'ai contrairement à lui aucune affinité avec l'impérialisme français. Je voudrais vous parler de l'esprit de Toussaint. Je voudrais vous parler de l'esprit derrière Toussaint, de cet esprit précurseur qui rend Toussaint possible. Vous le savez, Toussaint est généralement présenté comme le précurseur de l'indépendance. J'aimerais vous parler aujourd'hui des précurseurs de Toussaint, de l'esprit et de la culture de résistance qui rendent l'avènement de Toussaint possible, et avec Toussaint, celui de Dessalines, Christophe et des autres grands héros du panthéon haïtien. Cet esprit, l'esprit de Toussaint, est au fondement de la Constitution de 1801, que vous connaissez mieux que moi, Constitution qui affirme, au tout début du document, le droit pour tout homme d'être noir et pourtant d'être libre. Constitution qui rejette de manière radicale la racialisation des relations sociales. Constitution de 1801 qui fracture les fondations du monde atlantique. Ce n'est pas pour rien que Napoléon, quelques mois plus tard, décide d'envoyer une expédition à Saint-Domingue. La Constitution n'est pas juste une constitution, c'est un acte d'indépendance déjà, mais c'est aussi un acte scandaleux
puisqu'à travers cet acte-là, ce sont d'anciens esclaves qui réclament un droit tout simple, le droit affirmé par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Et finalement, parmi tous les philosophes des Lumières, eh bien, il y a bien sûr Toussaint, Dessalines, Capua et toutes sortes d'hommes et de femmes qui sont aussi philosophes à leur manière. L'esprit de Toussaint, c'est l'esprit de Capua-la-Mort, résumé dans une lettre dont je parle dans mon livre, lettre datée du 4 juillet 1803. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette lettre, pour ceux et celles qui ont lu le livre. Magnifique lettre, où je crois que tout est dit. Capua est un ancien esclave, comme vous le savez, originaire de Port-de-Paix, mais c'est aussi un philosophe, un homme des Lumières. Et dans cette lettre, Capua-la-Mort s'adresse à un capitaine de navire. Il sait qu'il est anglophone, il n'est pas certain s'il est britannique ou américain. Alors la lettre dit au capitaine de navire britannique, anglais ou américain. Il n'est pas sûr. Et dans cette lettre, Capua joue Corneille ou Racine. Il dit « Ô malheureuse », il s'adresse à la France, « Ô malheureuse, qui a tenté jour et nuit à notre droit naturel. » Un ancien esclave qui parle de droit naturel. Et Capua dit la chose suivante. Je le cite, il dit « Tout noir que nous sommes, nous ne sommes que des hommes et humains. Tout noir que nous sommes, nous ne sommes que des hommes et humains. » Voilà l'esprit de Toussaint, je crois, qui est résumé au tout début de la Constitution de 1801, un esprit qui fracture, qui rompt de manière radicale, l'esprit qui a vu naître l'esclavage racial au XVIe et XVIIe siècle. Il est possible d'être noir et d'être homme et humain. L'équation, au fondement du monde esclavagiste, est rompue dans cette lettre de Capua. Vous connaissez l'histoire de la lettre, je crois, enfin je la raconte en tout cas dans le livre. La lettre est transmise au ministre des Affaires étrangères à Londres. Le Londres la transmet au roi, et le roi répond à Capua, il lui dit « Oui, rassurez-vous, nous respecterons vos droits légitimes. » Je trouve que c'est un exploit tout de même extraordinaire, non ? Un ancien esclave devenu philosophe des Lumières qui s'adresse au roi d'Angleterre, et le roi lui répond. Voilà l'esprit, je crois, de Toussaint. L'esprit de Toussaint, c'est aussi cet esprit qui le guide alors qu'il s'apprête à partir vers le fort de Joux. Lorsqu'il déclare, vous pourriez sûrement le dire avec moi, qu'il n'est que le tronc de l'arbre de la liberté et que l'arbre repoussera par les racines. Alors aujourd'hui, finalement, j'aimerais vous parler des racines et non du tronc. Alors, je parle du tronc, évidemment, en parlant des racines, mais je vais surtout parler des racines. J'aimerais vous parler de tous les Spartacus, avant le grand Toussaint. Qui sont ces racines? Qui sont ces Spartacus noirs? Hommes et femmes. Et j'insiste sur le fait qu'il y a également des femmes par milliers, qui sont les précurseurs de l'indépendance. Habituellement, dans l'historiographie, on parle surtout des hommes, des grands hommes qui ont rejoint le panthéon du nationalisme haïtien dans la deuxième partie du XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle. On oublie trop les femmes, qui jouent un rôle fondamental également pour préparer la révolution et l'indépendance. Et pour préparer ce que nous dit Capua, tout noir que nous sommes, nous ne sommes que des hommes et humains. Qui sont ces racines? Qui sont ces Spartacus? Ce sont des héros ordinaires, pétris de contradictions sans aucun doute, qui un jour décident de se soustraire à la relation esclavagiste et qui sont annoncés dans le journal de Saint-Domingue, d'où le projet de site internet dont je vous parle, qui sont annoncés dans le journal de Saint-Domingue, dans les petites affiches, dans des avis pour esclaves en fuite. Je parle en particulier d'un journal, Les Affiches américaines, publié entre 1766 et 1791. Nous avons numérisé et transcrit toutes les annonces pour esclaves en fuite publiées à Saint-Domingue entre 1766 et 1791. Vous pouvez les rechercher. Vous pouvez taper Toussaint, c'est ça que j'aurais voulu vous montrer. Il y a une trentaine d'esclaves qui s'appellent Toussaint et qui sont annoncés fugitifs dans cette banque de données. Vous pouvez taper Breda, Bayon de Liberta, et vous aurez également des esclaves fugitifs qui ont peut-être finalement côtoyé Toussaint et les autres grands héros de la Révolution. Les héros dont je parle aujourd'hui sont aussi tous ceux qui de 1699 à 1804, tous ceux qui se sont échappés, tous ceux qui se sont enfuis, tous ceux qui ont réclamé leur liberté, et qui ne sont pas signalés dans les journaux et dont nous ne connaissons pas les prénoms. Ce sont des hommes et des femmes, je l'ai dit, qui forment un faisceau, celui d'une culture de la résistance quotidienne. Et j'insiste sur cette expression, une culture de la résistance quotidienne. Il y a révolution,
il y a indépendance, il y a esprit, parce qu'il y a culture de résistance quotidienne à partir du moment où Saint-Domingue devient une colonie française jusqu'au moment où Saint-Domingue devient Haïti. Cette culture de résistance est une culture de la résistance survie, une résistance persistance. J'insiste sur ce mot, des hommes et des femmes qui persistent année après année, et on peut le voir dans les annonces pour esclaves en fuite. En voici une, voici à quoi ressemble le formulaire de recherche, car vous pouvez questionner le corpus, vous pouvez l'utiliser dans vos associations généalogistes, dans vos cours, dans vos conférences, je vous en prie. Des hommes et des femmes qui persistent à se soustraire au temps et au lieu de la relation esclavagiste. C'est une résistance persistance, une résistance tension créatrice. Une culture de la ruse. Toussaint était un adepte de la ruse. Une culture de la ruse, une culture de tactique et de la performance. Des hommes et des femmes qui performent la liberté, qui se mettent en scène, qui racontent des histoires pour échapper à ceux qui voudraient bien les arrêter. Cette culture de la résistance, des précurseurs de Toussaint, est une culture méconnue, invisible, invisibilisée, tant les regards se portent sur le tronc de l'arbre de la liberté, au détriment, je trouve, des racines pourtant longues et sinueuses, mais dissimulées sous terre. Pourquoi ces racines sont-elles invisibles? Pourquoi les Spartacus, avant le grand Spartacus, sont-elles invisibles? J'aimerais identifier plusieurs causes. D'abord, la première cause, je crois, qui invisibilise encore aujourd'hui le marronnage de Saint-Domingue entre 1699 et 1804. Et je vais jusqu'à 1804 parce qu'au fond, le marronnage devient vagabondage. À partir du moment où les travailleurs n'ont pas le choix de rester sur les plantations, vous le savez, les travailleurs ne deviennent pas ce qu'ils aimeraient être, c'est-à-dire des petits propriétaires terriens en 1801, 1802, 1803. Ils n'ont pas le choix de rester normalement sur la plantation qu'on leur assigne. La première cause, je crois, c'est la façon dont le nationalisme héroïque haïtien est construit au XIXe siècle. Un nationalisme héroïque haïtien qui fait la part belle aux grands hommes et qui met de côté absolument les femmes et qui met de côté les héros ordinaires, les hommes et les femmes ordinaires qui se réunissent au XIXe siècle dans les lacous et qui, par le créole, qui par le vaudou, régulièrement font appel à l'esprit des précurseurs, que ces précurseurs est prédaté 1789 ou que ses précurseurs soient Toussaint, Dessalines et les autres grands héros. C'est la première cause, je crois, qui invisibilise les Spartacus noirs ordinaires. La deuxième cause, c'est la déformation de l'image du marron à partir de 1957, pendant la dictature Duvalier. Vous le savez, le marronnage est une figure très importante qui permet à Duvalier de justifier son pouvoir. Duvalier n'est pas seulement le descendant de Toussaint, de Dessalines et de tous les autres. Dessalines est le grand marron, incarné par la fameuse statue du marron inconnu, qui, elle, n'a pas été touchée par des tremblements de terre. Les grands marrons subsistent. Les grands marrons subsistent. Donc la deuxième cause, finalement, c'est la déformation du marronnage. Car au fond, Duvalier ne s'intéressait pas à ces fugitifs ordinaires, à ces hommes et ces femmes qui s'échappaient des plantations et qui prenaient toutes sortes de risques. Pourquoi? Pour gagner un petit peu de temps. La plupart de ces esclaves étaient capturés, la plupart de ces esclaves revenaient aussi, tout simplement, par eux-mêmes, après avoir rendu de la visite, après avoir rendu visite à de la famille, après être allés en ville, être passés pour libres quelques heures, quelques semaines, quelques mois. Donc ces marrons ordinaires ont été invisibilisés. Ils n'avaient pas de sens dans l'imaginaire duvalieriste. En cause, je crois également, l'opposition persistante entre d'un côté l'État haïtien et la nation haïtienne. Je fais ici référence à l'opposition proposée par Michel Rolph-Trouillot, qui oppose d'un côté l'État haïtien militarisé, du moins jusqu'aux années 90, et de l'autre côté la nation des hommes et des femmes ordinaires qui marronnent de toutes sortes de manières, mais que l'État oublie. En cause, enfin, l'historiographie. Je ne voudrais pas ici être trop technique, vous connaissez sûrement ce mot, l'historiographie c'est l'histoire de l'histoire, l'écriture de l'histoire. Je vais essayer de résumer ce que je veux vous dire par là. Les marrons ordinaires, les femmes et les hommes que l'on peut voir sur le site internet, que je ne peux vous présenter totalement, sont oubliés parce que la tradition historiographique est obsédée, je crois, par ce que j'appelle une typologie héritée de la période de l'esclavage et de l'abolitionnisme blanc. Je fais ici notamment référence aux travaux de Victor Schœlcher sur le marronnage
qui, dès le 19e siècle, établit une distinction entre le petit et le grand marronnage. Vous avez sûrement entendu parler de cette distinction. Il y aurait des petits marrons et des grands marrons. Le grand marron, c'est sûrement Macandal, et les petits marrons, ce sont ces hommes et ces femmes. C'est par exemple Christophe de Nation Barbara, étampé sur le sein droit, Iba, les deux premières lettres entrelacées, âgé d'environ 24 ans, taille de 5 pieds 7 à 8 pouces, marron depuis 2 mois et demi. On le soupçonne dans la plaine du cul-de-sac, ayant ci-devant appartenu à l'habitation Fleuriot. Alors ce serait un petit marron. Pourquoi est-ce que Christophe serait un petit marron et que les autres seraient des grands? Une typologie héritée du 19e siècle qui, je crois, invisibilise la culture de résistance quotidienne des Spartacus ordinaires. L'autre problème de l'historiographie des résistances à l'esclavage est que cette historiographie est une historiographie en marge de la métropole. En métropole, on ne fait pas vraiment de recherche sur les résistances à l'esclavage, sauf si on participe aux activités de la PECE, l'Association pour l'étude de la colonisation européenne. En métropole, à ma connaissance, on ne connaît pas les travaux de Jean Fouchard, qui a beaucoup travaillé sur le marronnage en Haïti. On ne connaît pas non plus les travaux des autres historiens du marronnage dans les autres sociétés coloniales françaises. Joseph Fallope, Prosper Ève, Léo Elisabeth, Serge Mamlam-Fauque, Jocelyne Jacot, Jacqueline Zonzon. Ces historiens, ces historiennes ne sont pas lus à l'extérieur d'Haïti, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion ou de la Guyane. On a soutenu des maîtrises et même des thèses, mais ces maîtrises et ces thèses sont à Port-au-Prince ou à l'école normale supérieure à Port-au-Prince, elles sont en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, mais elles ne sont pas ici à la Sorbonne. Lorsqu'elles seront à la Sorbonne, l'esprit de Toussaint aura triomphé sur moi. Quelqu'un a une idée? Moi, je n'ai aucun pouvoir, je suis français d'origine, mais j'ai quitté la France, j'ai été radié en tant que fonctionnaire il y a quelques semaines, enfin, c'est fichu pour moi, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus aucun pouvoir. Si monsieur le sénateur est encore ici, aidez-nous. Troisième aspect historiographique, l'historiographie donne la part belle aux grandes dates fondatrices, au détriment du quotidien. Alors, on va généralement en Martinique souligner le 22 mai 1848, mais on ne parlera pas, encore une fois, de ces hommes et femmes qui se sont échappés quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et qui sont revenus, et dont l'acte héroïque mériterait d'être entendu. Alors, en Haïti, je crois on parle aussi beaucoup de Macandal, et à juste titre d'ailleurs. Mais Macandal n'était pas seul, il était entouré de tous ceux et celles qui le soutenaient et qui partageaient ses objectifs. Je cherche mon point 4, mais je ne le trouve plus. Alors on va passer au point 5. Oui, mon point 4, il est important. Assez souvent, qu'il s'agisse de la Guadeloupe, Saint-Domingue d'Haïti, ou de la Guyane, l'historiographie sur le marronnage est confisquée par le politique. C'est une historiographie qui doit servir à une cause. Je pense que, d'abord, il faudrait faire honneur à la cause des héros ordinaires, plutôt que de répondre à sa propre cause. Le cinquième élément historiographique, j'ai noté, en lisant mes collègues, une tendance à la caricature, qui pourrait être évitée par la lecture des collègues et par la bienveillance, souvent absente du monde universitaire. Enfin, j'ai noté dans l'historiographie française une hésitation à parler de résistance. Lorsque je parle de résistance, en France, on m'accuse toujours d'anachronisme. Le mot de résistance, finalement, parlerait de moi et de mes aspirations psychanalytiques, plutôt que de l'histoire. Je crois que le mot de résistance est tout à fait pertinent et est d'ailleurs utilisé par les services de police du système colonial français au XVIIIe siècle comme au XIXe siècle. Enfin, on ne réfléchit pas beaucoup dans l'historiographie française sur le concept même de résistance. Qu'est-ce que la résistance et que peut-on entendre par culture de résistance ordinaire? Dernier point enfin, les sources qui permettent de parler du marronnage, qui permettent de parler des précurseurs, des grands précurseurs, sont des sources généralement inaccessibles. Les sources dont je vous parle, il s'agit tout de même il s'agit d'environ 10 000 annonces pour esclaves en fuite, 4 000 listes de prisons qui permettent d'avoir un aperçu de la vie d'environ 40 000 à 50 000 esclaves à Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Ces sources sont inaccessibles en Haïti et elles sont inaccessibles ici puisqu'elles se trouvent soit à la BNF,
où elle se trouve en Floride. Donc pour la première fois, vous avez accès aux sources intégrales, elles vous appartiennent et vous pouvez les questionner.